Nous sommes de retour dans cette édition du 14 juin 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est l'heure désormais de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Eric, comme tous les mercredis matins, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, ce matin, sur tous les marchés européens, calme plat, torpeur, les investisseurs dans l'attente de la publication de la stratégie de politique monétaire que suivra la Fed, 90% statu quo, du coup par la force des choses, eh bien on attend. Ceci étant, le DAX continue sur sa hausse larvée. Est-ce que le plus haut historique aux alentours de 16 300 points, 16 330 points, eh ben, ça peut être un objectif théorique envisageable aujourd'hui ou au cours des prochaines séances? Alors aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être bien, peut-être bien. Ce soir, ouais, sur un coup d'énervement, puis demain il y a la BCE, donc oui, tout est possible jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'à la fin de cette semaine. Pour moi, mon scénario principal, c'est qu'en effet, on va sortir par le haut, qu'on va accélérer, mais temporairement. C'est-à-dire que la semaine dernière, nous étions encore dans une zone de latéralisation, vous vous en souvenez, je vous avais proposé plusieurs scénarios, c'est le deuxième qui s'est réalisé, c'est-à-dire qu'on est venu chercher le bas vers 15 950-60, et puis on a rebondi, et puis ensuite on a continué à monter au-delà, c'est-à-dire qu'on est sorti de cette petite zone de latéralisation, qui était aussi quelque chose de prévu, et puis on prend le chemin effectivement du double top vers 16 300. C'est assez curieux quand même, hein, moi je suis obligé de m'étonner un peu de voir ce tirage-là, cette reprise de directionnel juste avant des moments importants, après une torpeur, comme vous le disiez, et puis c'est la torpeur partout, hein, sur les devises c'est la même chose. Donc c'est assez curieux. Alors, d'où ça vient, j'en sais rien. Évidemment, moi je suis pas un grand je suis pas un grand partisan des théories de complot, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer quand même qu'on ne peut pas résister à la tentation d'aller appeler les copains courtiers pour savoir où est la position ouverte. Et puis de savoir, on ne peut pas tout savoir, mais on peut déjà faire une tendance, hein, on apprend quelques-uns, de savoir justement quels sont les intérêts baissiers, en fait, tout simplement. Où est-ce qu'ils sont placés? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ça, c'est facile de le savoir. Et si justement la réponse est il n'y en a pas beaucoup, alors le contexte devient favorable pour faire un tirage de marché. C'est-à-dire qu'on peut organiser quelque chose avec assez peu de contrats quand vous n'avez pas beaucoup de volume, pas beaucoup de densité dans le carnet, et puis la densité elle va tendre à se réduire un peu plus à mesure que les heures passent, ça va être assez facile de faire décoller la fusée, quoi. Donc à partir du moment où vous avez, encore une fois, dans le contexte qui est bien connu, hein, tout le monde le voit bien depuis très longtemps, on voit bien que d'abord les acteurs du long terme, les gros faiseurs sont pas là parce que voilà, il n'y a pas de visibilité, donc c'est pas la peine d'envisager des scénarios haussiers, baissiers. Alors si jamais il y avait justement une baisse, on se protège, on est protégé depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez d'une part les gros faiseurs qui, eux, les gérants, ne sont pas vulnérables à une baisse. Si en plus vous avez des intérêts baissiers modestes, ce qui peut se comprendre, les baissiers ne sont pas idiots, hein, ils savent très bien analyser le contexte de la même façon, ils savent très bien que les potentiels de baisse sont très très limités, puisqu'à partir du moment où vous ne pouvez pas provoquer des ventes massives à cause d'un embêtement, parce que comme on est protégé, le niveau d'embêtement n'existe pas ou est quasiment inexistant, donc vous ne pouvez pas avoir de relais baissier. Donc s'il n'y a pas de relais baissier, autant se tourner du côté de la hausse et essayer de tirer un petit peu le marché, parce que si vous tirez le marché, vous pouvez l'aider à monter, c'est-à-dire que vous pouvez commencer justement à déclencher un niveau d'embêtement pour ceux qui ont un scénario baissier. Et ceux qui sont déjà dans le marché, c'est-à-dire que je pense essentiellement aux vendeurs de call. Les vendeurs de call dont c'est le métier de vendre des options. Alors ils vendent différemment des calls, des puts, eux ils sont là pour encaisser des primes sur les options vendues. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où ils ont encaissé des primes, ils ont ouvert un risque jusqu'à l'échéance. Donc, c'est pas idiot de penser que, justement, dans cette grande zone de latéralisation dans laquelle on évolue, avec à l'intérieur des plus petites zones, comme le diamant qu'on avait fait, puis ensuite sorti du diamant, et puis, évidemment, pas de relais haussier comme prévu, puis ensuite une latéralisation, et puis maintenant on sort de la latéralisation. Dans cette ambiance-là, dans cette zone de jeu, les options, c'est pas mal. Parce qu'à partir du moment où vous avez des rendez-vous comme ceux qu'on a là, eh bien, ça peut très bien partir dans un sens ou dans l'autre. Alors on peut faire ces jeux en disant, je fais par exemple un scénario avec une sortie par le haut, une sortie par le bas, et on achète des options pour faire ça. Donc on prend une échéance à 1 mois, 2 mois, peu importe, on fait son marché parmi les options qui sont disponibles et puis les différents niveaux d'activation, des strikes. Et à partir de là, vous avez des vendeurs d'options qui ont vendu, qui ont ouvert des risques, et si le marché se met à monter, ceux qui ont vendu des calls sont obligés de se défendre, parce que quand vous êtes vendeur d'options, vous avez ouvert un risque total.
Et donc, par conséquent, pour se défendre, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent le sous-jacent. En l'occurrence, s'ils ont vendu des options call sur l'indice DAX, et ben, à ce moment-là, ils sont obligés d'acheter le futur DAX. Et donc, ils participent de la hausse. C'est logique. Mais c'est contraint, c'est-à-dire que c'est de l'achat, de la contrainte technique, c'est de l'achat contraint. Évidemment, vous avez aussi quelques vendeurs, probablement, certainement à la marge, qui vont être obligés de racheter des positions vendeuses. Mais bon, je les vois mal avoir initié des positions vendeuses aussi bas, donc probablement plutôt vers 16 300. Mais comme je dis, je pense qu'elles sont relativement modestes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça va monter, si on pousse un petit peu le marché, il ne va pas falloir beaucoup de contrats pour pousser le marché à la hausse, parce qu'il y aura peu de densité justement avant les annonces, alors vous allez obliger justement de la gestion de delta, qui est une gestion algorithmique. La gestion de delta sur les options vendues, c'est algorithmique. Donc le vendeur, l'algo, il ne se pose pas de questions quand il faut acheter ou vendre. Il y va. C'est sa programmation. Donc mon scénario principal est en effet qu'on va sortir par le haut. En tout cas, on va tester une sortie par le haut pour voir justement qu'est-ce qu'il peut se passer après. Alors, sur le terme, je pense qu'il ne peut pas se passer grand-chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le terrain de jeu est livré à la spéculation, évidemment, puisque les gérants sont là, spectateurs, eh bien, on ne peut pas compter, en effet, sur un relais haussier. Mais bon, on ne sait jamais. Sur les marchés, tout est possible, même l'impossible, ça c'est bien connu. Donc, testons, allons voir vers le haut si, justement, on peut avoir du relais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et donc, par conséquent, on essaye comme ça, parce que c'est de ce côté-là, en fait, que les probabilités d'enclencher quelque chose sont les plus nombreuses. Donc là, il va se passer pas mal de choses sans doute. Je ne dis pas que les intérêts spéculatifs sont monstrueux, mais ça va être le terrain de jeu où la spéculation va pouvoir se déchaîner. Donc mettez pas un doigt dans le marché, ni aujourd'hui ni demain, sauf si vous avez des stratégies très solides sur lesquelles vous pouvez compter. Et puis restez spectateur, on reprendra les affaires lundi. Ok, très clair. Donc ce que vous nous conseillez, si je comprends bien, c'est qu'effectivement c'est donc ce soir Fed, mais ça fera bouger les marchés demain matin et demain après-midi BCE. Du coup, par la force des choses. Ce soir. Et et ce soir. Mais du coup, par la force des choses, vous nous dites, vaut mieux rester à l'écart. Ça va créer évidemment, il va y avoir de la volatilité, mais ça va être une volatilité, je dirais, superflue d'une certaine façon. Comme souvent la volatilité dite intraday. C'est pas parce qu'on a toujours la volatilité dans la journée, intraday ou à 2 jours, voilà, bon, peu importe, c'est une volatilité qu'on voit à l'intérieur de la séance, qu'il faut mettre en opposition avec la volatilité implicite, celle qu'on lit sur les options. Celle-là est beaucoup plus long-termiste et traduit pas du tout les mêmes, c'est pas la même analyse. Mais en effet, pourquoi se faire balader avant les stats, les carnets se vident. Donc s'ils se vident, il n'y a pas de densité. S'il n'y a pas de densité, peu de contrats pour faire bouger, c'est facile. Donc pourquoi se retrouver dans des situations comme celle-là? Autant, rester spectateur en fait. Et justement savoir que ça va se passer comme ça, en se disant, je reste à l'écart, je ne me fais pas avoir. Très clair. Écoutez, merci pour ce conseil, Eric Seban, trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les mercredis. Merci, Eric, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et nous, on se retrouve dans un instant avec Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.